Aux tâches du Polisario, la diplomatie française se développe. Claude Chaillet rencontre les Sahraouis. Valéry Giscard d'Estaing reçoit le numéro 2 libyen. Le président de la République à René Lévesque, votre venue en France est une réunion de famille. Après Moscou, Airbus interdit à New York pour des raisons d'infrastructure. Les négociations s'engagent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tous ces titres, nous allons les développer abondamment au cours de ce journal, qui sera à peine plus court que d'habitude. Mais je crois qu'il nous faut d'abord commencer par décortiquer cette déclaration du Premier ministre que nous venons d'entendre, et la décortiquer d'abord, Philippe Sassier, mesure par mesure. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, et où la hausse des prix va-t-elle se ralentir? Alors, si vous le voulez bien, avant de voir ce qui va changer concrètement dans la vie quotidienne, qu'est-ce que l'on doit se souvenir, qu'est-ce que l'on doit retenir de tous ces chiffres cités par Raymond Barre, quel est son diagnostic? Alors, son diagnostic, de bonnes notes pour les prix industriels, 5,9% de hausse en 9 mois, ce n'est pas beaucoup. C'est moins que la moyenne. C'est moins que la moyenne. 7% pour les services, ce sont les coiffeurs, ou bien ce sont les automobiles, par exemple, les réparateurs automobiles. Mais, un blâme, l'alimentation, 11,1% en 9 mois, c'est beaucoup plus que l'année dernière. Au-dessus de la barre. Au-dessus de la barre. Et puis, dans ce blâme, un zéro pointé. Ce zéro pointé va au prix des fruits et légumes. 18,4% de hausse en 9 mois et 14,7% pour les fruits en 3 mois seulement. C'est donc sur les fruits et légumes, c'est donc sur l'alimentation que Raymond Barre va faire porter un certain nombre d'efforts. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on doit retenir des mesures qu'il compte prendre? Deux grandes séries de mesures, une action directe sur les prix, immédiate, et puis ensuite une deuxième série d'actions sur la concurrence. Alors, si vous le voulez bien, d'abord, qu'est-ce qui va se passer sur les prix? Alors, la baisse de 5% sur le poulet, tout le monde le comprend bien, il va y avoir une baisse de 5% au sortir des abattoirs, et le gouvernement va faire en sorte que cette baisse se répercute à tous les stades. Marge bloquée, cela signifie que pour les coquillages, les crustacés et la viande de veau, comme la viande de bœuf, eh bien désormais les commerçants ne pourront plus moduler, faire fluctuer leur marge comme ils l'entendent, et cela signifie un ralentissement pour les prix. Donc les coquillages, les crustacés, la viande de veau. Viande de veau. Prix plafond, cela signifie que le gouvernement va fixer autoritairement des prix. Vin d'appellation contrôlée, bière, eau minérale, mais lorsqu'ils sont consommés dans les débits de boissons et dans les restaurants. Donc là, voyez-vous, des prix arbitrairement, enfin, autoritairement fixés par le gouvernement. Alors maintenant, il y a une autre série de mesures en ce qui concerne la pâtisserie. Vous avez vu, elle a beaucoup augmenté, et frappe fort. Alors d'abord, les prix sont bloqués. Ce que ça signifie, c'est qu'à partir de maintenant, les étiquettes dans les pâtisseries ne pourront plus augmenter. Et puis, il y a 7 produits, 7 gâteaux qui vont être... Eux, Raymond Barre a dit qu'ils étaient bloqués en fait aussi, mais ils vont devoir baisser. Il s'agit du pain au chocolat, du croissant, du millefeuille, du chou à la crème. Ce croissant, par exemple, ne va plus valoir que 1 franc. On ne pourra pas le vendre plus de 1 franc, sauf s'il est au beurre, 1 franc 20. Je ne vais pas vous donner les prix du millefeuille, du chou à la crème. C'est bien pour le croissant d'ailleurs. Alors, pourquoi, vous allez me poser peut-être la question de savoir pourquoi est-ce que ces prix dans les pâtisseries ont tellement augmenté. Eh bien, ils étaient libres jusqu'à présent, et souvent, les pâtissiers les augmentaient comme ils l'entendaient, et les pâtissiers qui sont également boulangers se rattrapaient un petit peu sur les pâtisseries du prix bloqué du pain. Ils regagnaient sur les gâteaux ce qu'ils perdaient sur le pain. Alors maintenant, la concurrence. Première mesure, on va faire en sorte, donc prenez cette pomme, faire en sorte que des pommes étrangères rentrent plus nombreuses en France afin de concurrencer les pommes françaises. Alors ça va être vrai pour la pomme. Je vous signale que cette pomme, je l'ai payée 1 franc 10 dans un magasin tout à côté d'Antenne 2, voyez-vous, c'est cher. Donc les pommes étrangères vont venir plus nombreuses en France. Ça va être aussi vrai des agrumes, c'est-à-dire des oranges, des citrons et des pamplemousses. Et puis il va y avoir d'autres mesures d'intervention, par exemple le beurre. Dans une quinzaine de jours, le gouvernement va mettre sur le marché du beurre dit d'intervention et on va pouvoir trouver du beurre à 6 francs les 500 grammes. Enfin, toujours dans ces mesures concernant la concurrence, eh bien, il va y avoir des mesures concernant la modernisation du commerce. On va faire en sorte de regrouper les petits commerçants et les moyens commerçants afin qu'ils puissent faire des achats groupés, pratiquer des prix à la clientèle un petit peu plus bas. On va également favoriser, et ça c'est nouveau, c'est un petit peu contraire à la loi Royer, on va également favoriser les grandes surfaces dans les régions, dans les pays ou dans les villes comme Paris, où la concurrence n'est pas assez vive. Et puis enfin, il va y avoir un plan de réaménagement, de réorganisation de Rungis, car c'est à Rungis, c'est dans les grands marchés dits d'intérêt national, que se forment les prix de ces fruits et des légumes. Voilà en gros, si vous voulez, ce que l'on peut retenir concrètement de ces mesures. Donc voilà donc pour le détail de ces mesures. Voyons maintenant avec vous un petit peu la philosophie politique de ces mesures. Noël Copin,
Je crois qu'on peut dire que c'est la mobilisation de l'opinion publique contre les responsables de l'inflation, clairement désignés. Oui, c'est cela. C'est ce qui frappe dans cette allocution du Premier ministre, c'est qu'il prend l'opinion publique à témoin contre les responsables. Alors dans l'opinion publique, il y a bien sûr globalement toutes les ménagères, mais il y a aussi différentes catégories sociales. Il y a les chefs d'entreprise et il y a aussi les salariés. Le Premier ministre leur fait au passage un petit clin d'œil, les remerciant d'avoir apporté leur contribution à sa politique. Je pense que cette phrase-là sera sans doute reprise et commentée du côté syndical. Mais politiquement, ce qui est intéressant de noter, c'est que le Premier ministre en appelle aux salariés qui constituent les gros bataillons de l'opposition contre les distributeurs et contre les producteurs qui globalement se situent plutôt dans sa majorité. Et puis apparemment dans ses propos, pas d'électoralisme. Pas d'électoralisme, non. La phrase la plus importante est précisément celle où M. Barre affirme en substance croire que le gouvernement pourrait dans les prochains mois se montrer complaisant serait une lourde erreur. Les prochains mois, la complaisance, c'est une façon discrète de laisser entendre électoralisme, mais M. Barre justement se garde bien de prononcer ces mots et on peut même dire que toute sa conclusion tente à prouver que la perspective de 1978 ne le fera pas changer d'attitude. On serait même presque tenté d'ajouter au contraire, puisque l'on sait que pour le Premier ministre, les électeurs se prononceront d'abord sur le succès ou sur l'échec de sa politique économique. Toutes ces mesures avaient donc été arrêtées définitivement au cours du Conseil des ministres d'aujourd'hui, un Conseil qui a aussi retenu les dates définitives des élections de mars prochain dont vous nous parliez. Retenez-les bien parce que nous allons très souvent vous en parler. Premier tour le 12, deuxième tour le 19. Enfin, dernier sujet de poids évoqué au Conseil des ministres, l'affaire des otages du Polisario. Le président de la République y a parlé de l'ensemble des actions en cours pour obtenir la libération de ces otages. Et il y a une heure tout juste, Valéry Giscard d'Estaing recevait le Premier ministre libyen, le commandant Djaloud, qui avait demandé à le voir. Le numéro 2 libyen vient de sortir il y a quelques secondes à peine de l'Élysée, mais vous voyez, il s'est refusé à tout commentaire. En tout cas, c'est la preuve que l'action diplomatique du gouvernement français s'intensifie. Le Polisario a déclaré aujourd'hui qu'il souhaitait dialoguer avec la France. Et Claude Chaillet, l'émissaire du gouvernement, a effectivement rencontré il y a une heure des responsables sahraouis à Alger. Claude Chaillet, qui auparavant, pour Serge Misret, avait fait le point en termes assez diplomatiques sur sa mission en Algérie. Vous avez déjà négocié avec les Sahraouis. Comment sont-ils en négociation? Eh bien, ce sont des gens très courtois et très convenables. Il n'y a pas de difficulté entre des gens dont la bonne volonté est établie et qui recherchent une solution. Il y a des difficultés avec ceux qui ne sont pas prêts à rechercher des solutions. Selon vous, va-t-il y avoir ou non dialogue avec eux? Je ferai une réponse ambiguë. Je dirais que les circonstances, pour le moment, paraissent favorables à une telle rencontre, mais que celle-ci n'est pas encore décidée. Est-ce que vous pensez qu'ils vous considèrent comme un interlocuteur valable? Ah, ça, je ne sais pas du tout. C'est précisément la précaution que j'ai prise de dire que jusqu'à présent, rien n'était fixé, car je n'en sais rien. Est-ce que vous pensez que le dénouement pourrait être d'autant plus rapide que la crise est aiguë? Je dirais qu'il ne serait pas sûrement bon que la crise se prolonge, car on sait ce qu'il peut en advenir. Et que par suite, une solution trouvée dans un délai raisonnable et donc favorable, je dirais, à l'intérêt général des uns et des autres. Un mois? Plus? Personne ne sait. Je crois que personne ne peut répondre à cette question. Est-ce qu'ils sont vivants, les prisonniers français? Ah, je crois qu'on peut avoir des assurances tout à fait sérieuses sur leur état de santé et leur vie. Je n'ai pas, pour ma part, l'ombre d'un doute. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer, monsieur l'ambassadeur? C'est ma conviction, mais un diplomate s'aventure rarement sur un terrain sans avoir quelques certitudes, et j'en ai. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Oui, je vous le disais, c'est dit en termes très diplomatiques, mais nous retenons donc que, apparemment, tous les otages français sont en bonne santé. C'est en effet à Alger que se trouve la clé du problème. Alger qui a beaucoup soutenu le mouvement sahraoui. Certains disent même que les otages français se trouveraient prisonniers actuellement sur ce territoire algérien. Il nous fallait donc essayer de comprendre avec Philippe Rochaud ce que cherchait l'Algérie
et son leader, Ouari Boumedienne. Cet homme possède la clé de la prison sans barreaux où sont enfermés les otages du Sahara. L'énigmatique colonel Boumedienne, depuis 12 ans président du Conseil de la révolution algérienne. Il peut, s'il le veut, faire pression sur le Front Polisario pour faire libérer les Français de Zouérat. Car sans Boumedienne, sans les bases et les camps que l'Algérie met à la disposition des Sahraouis, sans les armes qu'elle donne au Polisario, le mouvement s'effondrerait en quelques semaines. Dans ce désert où les frontières n'existent que sur les cartes, tracées à la règle, on ne sait plus où s'arrête l'Algérie et où commence le Sahara. Souvent, on ne distingue pas si les combattants sont des Sahraouis ou des soldats algériens. Une véritable osmose existe entre l'Algérie et l'ancienne colonie espagnole. L'objectif d'Alger est d'abord idéologique. Pour un pays qui accueille plus de 50 mouvements de libération du tiers-monde, il est naturel de soutenir le Polisario. Il est ensuite économique. En plus des mines de fer de Zouérat, en Mauritanie, les mines de phosphate de Boukra, annexées par le Maroc, renferment l'un des plus grands gisements du monde, avec 2 milliards de tonnes de minerais. Un Sahara acquis au régime algérien permettrait aussi à l'Algérie une ouverture vers l'Atlantique et un débouché pour le fer de Tindouf. L'objectif d'Alger est enfin politique, faire échec à un axe Paris-Dakar en soutenant un régime progressiste au Sahara et briser ce grand Maroc auquel rêve le roi Hassan II en se servant des combattants du Polisario. Le peuple sahraoui a prouvé par sa détermination et par la force qu'il a déployée que cet objectif-là ne se réalisera jamais. Le sort des prisonniers ne pèse pas lourd dans ce conflit d'intérêts. Ils sont aujourd'hui plus de 700 prisonniers marocains et mauritaniens, regroupés comme ici dans quelques points d'eau du Sahara et parfois à l'intérieur même du territoire algérien. Les Français de Zouérat se trouvent parmi eux, accusés de collaboration et considérés comme prisonniers de guerre. Instruments entre les mains des combattants sahraouis, ils sont devenus aussi un instrument entre les mains de l'Algérie qui souhaite que la France reconnaisse au moins officieusement le Front Polisario et par là sa politique au Sahara. Moscou, après l'éclat d'Enrico Berlinguer, le leader communiste italien hier, Santiago Carrillo, le secrétaire général du PC espagnol, n'a pas été autorisé à prendre la parole au cours des cérémonies du 60e anniversaire de la Révolution d'octobre. C'est du moins lui qui l'affirme. Le PC espagnol est ainsi le seul parti communiste important qui n'ait pas été représenté à la tribune du Palais des Congrès du Kremlin. Encore des ennuis du côté des autorités portuaires de New York. Mais comme le Ponia s'est cassé les dents sur l'affaire Concorde, voilà qu'il se retourne maintenant contre le pauvre Airbus, qui jusqu'alors ne lui avait rien fait, et qui avait déjà eu le désagrément de se voir interdit d'atterrissage à Moscou. Une nouvelle petite bombe donc dans les milieux de l'aéronautique que nous dévoile Georges Leclerc. Ce groupe d'Airbus à Toulouse, c'est un peu le rêve des constructeurs de l'appareil franco-allemand, vendre aux États-Unis. La compagnie Eastern, la 3e en taille en Amérique du Nord, a loué quelques Airbus, 4 comme celui-ci, peints en bleu. Si l'avion se révèle bon pour le marché américain, eh bien Eastern est prêt à en commander 50, soit autant que toutes les autres compagnies réunies au jour d'aujourd'hui. C'est énorme, c'est un marché considérable à lui seul et en plus cela permettra d'ouvrir les États-Unis à l'Airbus et à vendre à d'autres compagnies américaines. Alors vous comprenez que beaucoup de concurrents ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée en trombe de cet Airbus dans leur domaine réservé et essayeront tous les moyens légaux pour empêcher cette vente. Mais alors maintenant, Georges Leclerc, la raison technique, cette fois-ci, ça ne peut pas être le bruit. Non, pas du tout. Alors écoutez, le plus gros marché aux États-Unis, c'est New York, la Floride. C'est le plus gros trafic, surtout en hiver, il fait froid à New York, il fait chaud en Floride. Alors voilà un plan très sommaire de l'aéroport central de New York, LaGuardia, pas Kennedy, LaGuardia. Ici, c'est un lac, l'aérogare est par là, et les pistes, vous le voyez, sont construites en partie sur un lac et sur pilotis. Alors, en détail, voilà ce que ça donne, ce sont des dalles qui forment cette piste. L'Airbus, au décollage ou à l'atterrissage, à un moment donné, a toutes ses roues principales sur une seule dalle. Et le Ponia dit, ces dalles ne supportent pas plus de 120 tonnes. 120 tonnes, c'est le poids d'un Airbus pratiquement vide. Autrement dit, et en clair, non à l'Airbus à New York, LaGuardia, adieu les 50 commandes de l'Eastern et adieu les espérances nord-américaines. Mais alors, je vous signale quand même que ces 120 tonnes ne sont fixées que pour le vol d'essai du 9 novembre, donc la semaine prochaine, et que des négociations très très serrées se déroulent en ce moment, vous l'imaginez très bien. Concorde a mis 18 mois, percé à New York, je pense que l'Airbus ira beaucoup plus vite. On verra bien.
Transport toujours, mais du côté de la route, voilà que la société de l'autoroute Paris-Est-Lorraine veut résilier son contrat avec l'État. Motif, le trafic n'est pas assez important sur cette Benjamine des autoroutes qui vient de fêter son premier anniversaire, tout juste. On attendait 6000 véhicules par jour, il n'y en a jamais eu plus de la moitié. Pour parler le langage savoureux des Canadiens français, je dirais que René Lévesque s'est offert une jolie tournée des Grands-Ducs aujourd'hui à Paris. Jacques Chirac, Raymond Barre, et puis pour couronner le tout, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui a eu 2 délicates attentions à son égard à l'occasion du déjeuner qu'il lui a offert en présence de tous les membres du gouvernement. D'abord une arrivée en fanfare au son de Alouette, gentille Alouette, et puis une belle phrase d'accueil se référant à une chanson très populaire au Québec, « Si long que soit l'hiver, le printemps un jour lui succède ». Les honneurs donc toujours avec des réceptions et des discours, cette fois ce matin en l'hôtel de ville de Paris où Jacques Chirac magnifia l'amitié franco-québécoise. Les invités se comptaient par centaines et René Lévesque retrouva parmi eux un instant Diane Dufresne. Et puis le palais de l'Élysée. Sous la pluie, l'Alouette prenait un air martial. Le président de la République française faisait grand officier de la Légion d'honneur, M. Lévesque, tout en déclarant qu'il n'appartient pas à la France d'intervenir dans le débat politique qui se développe au Québec. Premier ministre, avez-vous constaté dans les positions du président de la République une évolution dans le principe de non-indifférence à l'égard du Québec? Écoutez, non-indifférence, c'est une façon négative de dire quelque chose qui est extrêmement positif. C'est que la sympathie, plus qu'active, et la compréhension qui, depuis le général de Gaulle et son gouvernement, s'est développé ici, et sous des gouvernements qui se sont succédés au Québec, peu importe leurs attitudes, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout reproduit convenablement par non-indifférence, mais comme il fallait à l'autre bout, ne pas oublier qu'il y a non-ingérence aussi, parce que, et c'est pas seulement une question d'habileté politique, c'est parce que c'est aux Québécois, et on le reconnaît des deux côtés comme deux peuples qui se respectent, c'est aux Québécois de prendre leurs décisions éventuellement. Ils sont capables de la prendre seuls, comme des grands garçons, quand ils auront à la prendre. Y aura-t-il reprise du travail chez Dubigeon Normandie? Toujours est-il qu'on assiste de profondes divergences entre les deux principaux syndicats, la CGT et la CFDT. La CFDT veut se retirer du conflit. Et puisque nous parlons de la Loire-Atlantique, sachez que Georges Ségui vient de répondre individuellement aux 6 militants CGT de ce département qui critiquaient leur syndicat publiquement à propos des nationalisations. Georges Ségui leur dit qu'il n'apprécie ni la procédure utilisée, ni les arguments. Georges Ségui qui par ailleurs vient d'annoncer ce soir à Montreuil une action d'ampleur nationale et de caractère unitaire importante avec la CFDT et la FEN. Enfin, cette explication de Jean-Pierre Chevènement pour justifier les propositions du CRS afin de débloquer la crise de la gauche, c'est le moment ou jamais d'exercer la pression maximum sur le PC, a-t-il dit sur Europe 1. Voilà, ce sera tout pour la politique ce soir sur Antenne 2. Je veux dire la politique à l'échelon parisien. Car nous avons choisi d'aller interroger, le jour même de la clôture de l'opération questionnaire adressée par le gouvernement aux 36 000 maires de France, nous avons choisi d'interroger l'un de ces maires anonymes. Nous sommes allés le chercher dans le Pays Basque. Louis Clamaron est maire d'une petite commune de 164 habitants, Béroguin-la-Reims. Nous lui repérait car il avait un jour signé une lettre à l'un de nos confrères de la presse écrite. Il y disait « assez de politique à la télévision ». Écoutons-le. Moi, je suis totalement excédé par toute la politique qui nous est distribuée par la télévision. On peut dire que chaque jour, il y a une ration de politique extraordinaire à la télévision. Des déclarations, des contestations, des réclamations. On ne s'en sort pas. Nous, ce que nous voulons à travers la politique, ce serait du concret. Ce serait des choses qu'on touche, des choses matérielles. C'est-à-dire, soyez concret vous-même. Ben, écoutez, par exemple, l'hôpital. Vous voyez, si malheureusement tout à l'heure, vous vous cassiez une jambe, je serais obligé de vous emmener à 25 km d'ici. Bon, une jambe, c'est pas grand-chose, mais ça peut quelquefois être pour une maladie beaucoup plus grave. Alors, quand je parle de cet hôpital qui manque à Mauléon, c'est quand même élémentaire, la défense de la santé, non? Mais quand je parle de cet hôpital, on me rétorque qu'il ne serait pas rentable. De toute façon, moi, quand je me casse une jambe, je suis plus rentable du tout. Et quel rapport avec la politique? Eh ben, étant donné que la politique, d'après ce que j'ai compris, la politique, chaque parti politique se propose
de donner le bonheur à tous les Français. C'est très louable, c'est bien. L'ennui, c'est qu'ils se battent sur les moyens à utiliser pour arriver à ce bonheur. Bon, alors le bonheur, pour moi, entre autres, ce serait d'avoir un meilleur environnement matériel. C'est pas l'hôpital, je viens de le citer. Les écoles, par exemple. Regardez, ici, l'école ne reçoit des enfants qu'à partir de 5 ans. Les petits citadins, eux, peuvent aller à l'école à 2 ans. Hein, le jardin d'enfants, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, l'école maternelle. Hein. Bon, ça leur ouvre déjà l'esprit, même s'ils n'apprennent pas grand-chose, ça leur ouvre l'esprit. Tandis que chez nous, ils ont déjà 3 ans de retard par rapport aux petits citadins. Alors, quand en plus, et ça vous ne me le contesterez pas, que tout passe par Paris dans notre pays, il y a cette espèce de parisianisme latent. Alors vous comprenez bien que, en plus, les ruraux sont désavantagés déjà sur ce plan-là. Moi, j'ai jamais vu personne. J'ai jamais vu un sénateur, un député, un président du conseil général, un conseiller général, jamais vu personne. Alors, en réalité, les élus locaux, à un échelon supérieur au mien, sont des gens qui appliquent les décisions du pouvoir central, mais qui en fait ne font rien remonter là-haut. Je crois qu'il faudrait que nous venions vers des choses très, très concrètes, très matérielles. Tous ces braves gens que vous avez pu voir, ce sont des gens simples, qui ont besoin de paroles simples et de résultats simples. Voilà, il l'avait sur le cœur, il l'a dit. Il n'est pas le seul à le penser d'ailleurs. Premier des grands prix de la saison, celui de l'Académie française. Son lauréat, Camille Bourniquel, pour son roman Tempo. Le sport maintenant, avec d'abord des nouvelles de la course autour du monde de la voile. Le voilier français Gauloise 2 a repris la mer. Avec aussi ce rendez-vous que je vous donne, 23h25 à peu près, notre spéciale Coupe d'Europe. En 10 minutes, les plus beaux buts de la journée d'hier. Mais pour vous mettre en appétit, en voici 6. Les 6 réussis par Lens face à la Lazio de Rome, au terme d'un match passionnant. Ce fut au Stade Bollaert hier soir une soirée historique. 11 joueurs de Lens déchaînés à l'image de Didier Six, leur meneur de jeu, qui à la 44e minute, juste avant la mi-temps, marque le premier but, celui qui décontracte. Un centre de Hopquin, une tête de Pascal Françoise, ce contrôle de la poitrine en pleine course et la frappe du pied gauche.